Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir. À travers un rapport d'enquête rendu public par la présidence de la République du Cameroun, ce mardi, on apprend que les forces de défense et de sécurité du Cameroun sont bel et bien à l'origine des tueries et incendies des populations civiles, des habitations à Ngarbou, dans le nord-ouest du Cameroun, dans la nuit du 13 au 14 février 2020. Le sergent qui conduisait la mission, dit le texte, a volontairement tronqué son rapport, ce qui a induit en erreur le gouvernement de la République du Cameroun dans sa communication. Ce sergent a été mis aux arrêts. Une enquête a été ouverte contre le commandant du 52e BIM qui n'a pas lui-même conduit cette mission. Les familles des victimes et les ayants droit seront recensées et indemnisées, entre autres. Massacre de Ngarbou, le gouvernement donne raison aux ONG de défense des droits de l'homme et surtout à Equinox Télévision. C'est le fait du jour. Pour commenter ce sujet d'actualité, ce mardi 21 avril 2020, sur ce plateau, Dr Patrick Rifoué, bonsoir. Bonsoir Dumas. Merci une fois de plus d'être venu sur ce plateau pour commenter ce sujet avec nous. C'est le RDPC qui vous dit merci. Vous êtes bien évidemment militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Vous êtes communicant de cette formation politique. Et puis nous aurons en direct de l'Allemagne, je crois, Wilfried Ekanga. Wilfried, bonsoir. Bonsoir à tout le plateau. Bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV et bravo à Equinox Télévision pour le culte de l'excellence et le formidable travail effectué. On va certainement y revenir. Alors, Wilfried, on reste avec vous pour ce premier jet. Vous avez certainement entendu parler de ce rapport d'enquête que vient de publier la présidence de la République. Ce texte a été rendu public il y a quelques temps seulement et c'est signé du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun qui indique entre autres qu'une mission d'enquête avait été bien évidemment commandée par le président de la République himself. Cette mission d'enquête qui était constituée entre autres du président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, le docteur Chemouta Divine Banda, et d'autres personnalités comme Monseigneur Georges Okouo. Eh bien, cette mission d'enquête, après avoir travaillé sur le terrain, a rendu public un rapport. Et dans ce rapport, on apprend évidemment que dans la nuit du 13 au 14 février, il y a des forces de défense et de sécurité qui ont donc mené une expédition à Ngarbou, cette localité dans le nord-ouest, et que cette mission, ces éléments de l'armée se sont fait accompagner par des civils qui font partie du comité d'autodéfense, et qu'au cours de cette opération, bien évidemment, il y a eu, c'est pas ce que le texte dit exactement, mais il y a eu des sortes d'effets collatéraux. Il y a des populations civiles qui ont été tuées, et les soldats ont essayé de masquer la situation en mettant le feu. Et le rapport, et le sergent qui menait la mission a volontairement tronqué le rapport qu'il a envoyé à Yaoundé, lequel rapport a donc induit en erreur le gouvernement qui, à travers les sorties des différents ministres, a indiqué qu'il n'y a jamais eu de massacre à Ngarbou, en tout cas que ces tueries n'étaient pas le fait des soldats. Alors aujourd'hui, que ce rapport l'indique clairement, ce rapport officiel l'indique, cela suscite en vous quel commentaire, Achou? Alors, c'est une fois n'est pas coutume, on va dire que c'est du bon travail. Le document du secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo, est juste sur le rendu. C'est-à-dire que c'est bien que les coupables aient été mis aux arrêts, c'est bien qu'il y ait des noms qui sortent, c'est bien qu'il y ait des acteurs qui soient incriminés et c'est bien que les auteurs de ces exactions répondent de leurs actes. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne note et c'est une très bonne avancée pour notre pays qu'est le Cameroun. Ça permet à chaque Camerounais de comprendre ce que ça fait de vivre dans un état de droit, un vrai. Ça permet à chaque Camerounais de réaliser comment il se sentirait si le Cameroun était vraiment à 100% au quotidien un état de droit où le droit est dit indépendamment du poste qu'on occupe ou de la fonction.
C'est une donc bonne note dans ce registre, je le répète encore, et voilà, je ne vais pas mâcher mes mots à ce sujet. Maintenant, ça nous met en alerte et ça nous permet de comprendre que la gouvernance par le négationnisme n'est pas un mode de gestion potable. Ce n'est pas une bonne façon de fonctionner. Le Cameroun, malheureusement, a brillé par une pratique un peu perverse qui consiste à dire qu'on est anti-patriote ou qu'on veut déstabiliser le Cameroun quand on met à nu les manquements du gouvernement. Le patriotisme, c'est le culte de la justice. Et le culte de la justice implique la dénonciation de l'injustice, quel que soit l'auteur de cette injustice. Il peut arriver que cet auteur soit Paul Biya lui-même. Ce n'est pas non patriotique de dire si Paul Biya est, dans un registre ou un autre, coupable d'une injustice. Ce n'est donc pas non plus de l'antipatriotisme de la part de ceux qui l'ont dit, y compris Equinox TV qui avait fait les reportages sur la question en disant il est possible, il est probable, d'après les éléments, les premières observations et les témoignages oculaires, de conclure que ce sont les forces gouvernementales qui sont responsables de ce qui s'est passé justement en Garbou. Parce que ça met en lumière des chapitres noirs de l'histoire du Cameroun, ou dans le même registre en 2018, lorsqu'éclate la vidéo des bébés tués sur le dos de leur maman, le ministre de la Communication de l'époque, M. Issa Chiroma, s'empresse de dire que non, ça s'est passé au Mali, il ne faut pas croire aux gesticulations des gens qui n'aiment pas le Cameroun, et que ce ne sont pas les éléments de l'armée qui sont responsables de cela. Dans une enquête, on confronte les différents éléments quand les acteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, on les pose sur la table, on interroge les concernés et on mène une enquête minutieuse qui ne se repose pas seulement sur l'affirmation de nos amis. Parce que là, on constate que comme les militaires ont dit lors de leur rapport qu'ils n'avaient rien à voir avec cette histoire, cela a valu de conclusions définitives, au point où les ONG internationales étaient incriminées de vouloir le mal pour le Cameroun parce qu'elles étaient en train de dire que ce sont les forces armées qui sont coupables de cela. Donc il faut, c'est de la pédagogie politique, il faut que nos compatriotes camerounais apprennent à partir de maintenant que le patriotisme, c'est la recherche de la justice, quel que soit le prix à payer. C'est la recherche de la justice, quelle que soit la charge qui pèse contre une haute personnalité. Ce n'est pas l'acceptation de tout type d'hérésie et d'incurie. Donc pour une première lecture, c'est ce que je ferai et certainement on va le développer éventuellement encore une fois dans le cadre de l'émission. Voilà, Wilfried, vous restez en ligne. On va recueillir l'avis du docteur Patrick Rifoué sur ce plateau. Docteur Rifoué, quelles sont les leçons, de votre point de vue, que le gouvernement doit tirer de cette situation? Wilfried Ekanga indique qu'on se souvient de ces événements de l'extrême nord où il y a eu une sortie du ministre de la Communication qui avait d'ailleurs indiqué que cela ne s'était pas produit dans l'extrême nord, l'histoire des femmes avec leurs bébés qui avaient été tués. Il y a cette fois-ci l'affaire de Garbou. Est-ce que, au niveau du gouvernement, on ne devrait pas tirer des leçons sur la façon de communiquer sur ce type de problème, d'incident? Je ne sais pas si les leçons à tirer sont des leçons communicationnelles. Toujours est-il qu'il me souvient que ce soit déjà pour l'incident malheureux à l'extrême nord, il y avait une enquête qui a été commise et les soldats incriminés pour cette bavure sont aujourd'hui devant les tribunaux. Donc, c'est également ce qui s'est passé dans le cas de Garbou. Il y a eu une controverse au sujet d'une action qui a été menée par un certain nombre, quelques éléments de l'armée. Et à la suite de cette controverse, je crois que le chef de l'État avait promptement, puisque l'incident a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 février, et dès le 17, il y avait une commission d'enquête qui était constituée. La commission d'enquête a livré ses conclusions. Maintenant, il va appartenir à la justice de nous dire si oui ou non ces individus sont condamnables, parce qu'il faut rappeler que ceci, c'est une commission, mais c'est une commission, il y a un rapport d'enquête, mais la justice ne va pas être tenue par les conclusions. En attendant, le sergent qui a mené la mission est aux arrêts. Mais ça va, rapport l'indique. Ça va de soi. Sur la foi de ce rapport, il va être mis aux arrêts, il va être mis à la disposition de la justice. Mais ça ne préjuge en rien du jugement qui va être rendu. Ces soldats restent présumés innocents jusqu'à ce que la justice tranche. Oui, c'est d'ailleurs un principe voilà. de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu... Ils sont présumés innocents. Maintenant, c'est une situation que nous regrettons tous parce qu'il y a 13 personnes qui ont perdu la vie
innocemment, ils n'avaient pas à mourir. C'était une mission de reconnaissance. Ils n'avaient donc pas à intervenir. Ils ont manifestement, les soldats ont manifestement violé les règles d'engagement parce que quand vous allez en mission de reconnaissance, on vous demande d'aller identifier une cible et de faire un rapport sur la base duquel une intervention peut être décidée par votre hiérarchie. Ils ont décidé de travestir cette mission et malheureusement, on se retrouve avec la situation qu'on a eue où ils ont malencontreusement tué des victimes civiles qui n'avaient pas payé du prix de leur sang. Le chef de l'État en a pris acte. Les personnes qui ont été enterrées à la hâte vont être exhumées pour avoir des sépultures décentes et les familles vont être indemnisées. Maintenant, ça ne remet pas fondamentalement en cause le fait qu'il y a un certain nombre d'ONG, d'organisations non gouvernementales, qui profitent de ce type d'actions, qui sont des actions isolées, il faut le dire, pour ternir l'image de toute l'armée. Et ça, on a le droit de s'élever contre ça. Mais sur cette question, justement, on a entendu, il y a beaucoup de choses qui ont été dites contre ces organisations de défense des droits de l'homme. On se souvient de ce ping-pong entre Human Rights Watch et le gouvernement de la République du Cameroun. On se souvient de cette passe d'armes entre le gouvernement et d'autres organisations comme le REDAC. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement ne devrait pas, en attendant bien évidemment que la justice rende sa décision, faire une sorte de mea culpa et peut-être... je sais pas, demander pardon à s'excuser auprès de toutes ces organisations qui ont été traitées de tous les noms d'oiseaux? Non, le gouvernement est dans son rôle. Et le rôle du gouvernement, c'est de protéger l'armée qui abat un travail qui n'est pas qui est un travail difficile. Et lorsque l'armée est attaquée par des organisations qui souhaitent que nos partenaires cessent de travailler avec nous, qui souhaitent mettre en difficulté la hiérarchie de l'armée, il est de la responsabilité du gouvernement de protéger l'armée. Maintenant, cette responsabilité n'exclut pas effectivement d'établir les responsabilités lorsqu'il y a une bavure comme cette situation. C'est ce que le gouvernement a fait. Les responsabilités ont été établies sur la base de ce rapport. Je dis bien sûr la base de ce rapport parce que ces soldats demeurent présumés innocents. La justice tranchera en dernier ressort. Alors, Rufai Lekanga, est-ce que ce énième, je vais dire, cet autre problème, cet autre bourde entre griffes, avec ce rapport qui est rendu public, ne devrait pas amener le gouvernement à revoir son appréciation du travail des organisations de défense des droits de l'homme? Si je vais être péremptoire et formel dessus, il faut que le gouvernement présente ses excuses, aussi bien aux personnages et structures nationales qu'internationales, contre qui elle a justement fait la présomption de culpabilité, qui est décriée sur ce plateau. On dit, médecin guéris toi-même. Nous avons fonctionné malheureusement dans notre pays selon l'équation applaudissement égale patriotisme, dénonciation égale volonté de déstabilisation. C'est une équation erronée, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Qui plus est, quand plusieurs fois les faits nous donnent raison, oui, ce sont des cas isolés. Mais autant que je sache, dans la plupart des rapports qui sont rendus, il est écrit des éléments de l'armée, il est écrit des soldats de l'armée camerounaise. Il n'y a jamais été écrit toute l'armée, même lors des massacres des bébés tués sur le dos de l'armée, on parlait des brebis galeuses de l'armée. On n'a pas dit l'armée camerounaise et antipatriotique. C'est cette armée-là qui nous a permis de conserver l'intégrité du territoire dans le combat contre Boko Haram, tant et si bien que contrairement au Nigeria, où la forêt de Sambisa a été prise par Aboubakar Shekau, le Cameroun a gardé la souveraineté sur tout son territoire. Donc c'est bien. Et aucun Camerounais, quel que soit son degré de mauvaise foi, ne dirait que le Cameroun a une armée antipatriotique. Nous insistons sur le fait que dans l'armée patriotique, il y a des brebis galeuses qui sont coupables d'exactions encore plus barbares que ce qu'on appelle terroristes. Et l'État, c'est l'individu. L'État, c'est aussi les 13 personnes. L'État, c'est aussi les bébés sur le dos de leur mère. Nous constituons tous la nation. Donc, la protection de la nation, la protection de l'État signifie aussi la protection de ces victimes-là. Mais si l'État se fige et se braque parce que quelqu'un a accusé des éléments de l'armée d'avoir justement assassiné des Camerounais, ça veut dire que l'État ferme les yeux sur la protection justement de ses propres compatriotes. Et là, c'est justement, ce n'est pas dans le cadre, ça ne peut pas entrer dans le cadre de la protection du Cameroun, parce que la protection du Cameroun, c'est aussi cela. D'une certaine façon, il faut donc comprendre que aussi bien le REDAC que les
organisations internationales. Certaines, elles ne sont pas parfaites. Nous sommes les premiers à y aller dénoncer justement dans une logique d'ingérence. Mais même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire que même chez Adolf Hitler ou chez César Néron, vous allez trouver aussi scandaleux ou ironique que cela puisse paraître quelques points importants qu'on peut prendre pour utiliser ailleurs. Donc, le gouvernement pourrait faire dans ce cas-ci profil bas, à défaut de s'excuser au moins, à partir de maintenant procéder différemment et ne pas incriminer, accuser, embasiller. Vous vous souvenez de Madame Ilaria Allegro qui a été traitée de tous les noms d'oiseaux, de toute sa volonté de déstabilisation. On a même décalé le débat sur la fausseté du rapport qui aurait été signé, non pas par l'ONG, mais par, en fait, c'était devenu le combat de l'absurde. Donc il faut que prochainement, parce que le Cameroun aussi, dans le cadre de la présomption d'innocence ou de culpabilité sur les personnes, procède dans la logique de l'accusation arbitraire, et l'État du Cameroun ne fait pas souvent de gros efforts pour amener la population à attendre que certains verdicts soient prononcés avant d'accuser. Au Cameroun, quand on vous arrête, ça veut dire que vous êtes accusé. Il ne faut donc pas que cela soit valable seulement pour les soldats de l'armée, il faut aussi que pour les individus, quand ils sont arrêtés, quand ils sont portés devant la justice, avant qu'il n'y ait accusation et avant qu'il n'y ait des preuves de l'accusation, que cela se fasse dans toute la transparence possible et que surtout, avant qu'il n'y ait de l'accusation, de la condamnation formelle, on fonctionne aussi sur le principe de la présomption d'innocence. C'est ça qui fera grandir le Cameroun. Et j'insiste sur cet élément de patriotisme, parce que nous n'avancerons pas si nous continuons à procéder comme ça. Le patriotisme, c'est la dénonciation de toute inégalité, de tout abus, de toute hérésie, de toute incurie, quel que soit l'auteur qui la commet. Et la meilleure façon d'être patriote, c'est de dénoncer son propre père ou sa propre mère si on la surprend en train d'égorger quelqu'un. Donc que ce soit Paul Biya lui-même, ou Ferdinand Ngongo, ou des éléments de l'armée, ou moi, ou vous, si vous trouvez un crime, si vous trouvez une violation de droits humains, si vous trouvez un mépris de la dignité d'autrui exercé par une personne, il est du devoir, non seulement sur la base du droit international de l'ONU, mais aussi sur la base du droit naturel, de la loi naturelle, il est du devoir de chaque individu de dénoncer cela. Voilà, merci Wilfried, et on va vous retrouver dans quelques minutes. Le temps pour nous de prendre en ligne le professeur Franklin Nyamsi, qui est en France et qui également va émettre un avis sur ce sujet en rapport avec ce rapport d'enquête que vient de publier la présidence de la République, le professeur Franklin Nyamsi, que nous allons donc tenter de joindre dans le courant de cette émission. Mais avant de revenir au professeur Franklin Nyamsi, docteur Ifoué, il y a quand même cet élément que souligne Wilfried Ekanga sur la question de patriotisme, parce qu'on se souvient effectivement que lorsque ce sujet sur les massacres de Ngarbou a été évoqué, on a estimé que tous ceux qui en parlaient et qui tentaient de présenter les faits tels qu'ils étaient produits étaient considérés comme des antipatriotes. Oui, effectivement, ça fait partie de la controverse, mais j'aimerais aller au-delà de cette question qui consiste à savoir qui est patriote, qui ne l'est pas, en fonction du positionnement. Ils ont fait une spécialité dans les rapports qu'ils produisent d'aboutir à des conclusions qui sont les mêmes et qui sont récurrentes. À chaque fois, on va demander à nos partenaires de revisiter le partenariat qu'ils ont avec le Cameroun. À chaque fois, on va demander à nos partenaires de cesser de nous livrer des armes. Je ne vois pas sur quoi, je ne vois pas comment, sur la base d'une action isolée, on peut aboutir à une conclusion comme celle-là. À partir du moment où vous avez ce type de conclusions, qui sont manifestement des conclusions orientées, on est en droit de considérer que cette organisation va avoir un agenda caché. Et donc, il est légitime que certains aient tendance à rejeter en bloc le rapport, même lorsqu'il est fondé en fait. Parce qu'il y a une généralisation qui ne peut pas être acceptée sur la base d'un fait isolé, c'est-à-dire sur la base de ce que 2 ou 3 soldats ont comme une bavure. Vous ne pouvez pas demander à ce que toute l'armée soit sanctionnée, parce que si vous demandez à la France ou aux États-Unis de revoir la coopération militaire qu'elle va avoir avec le BIR, c'est toute l'armée qui va en pâtir. Ce ne sont pas les 2 ou 3 brebis galeuses qu'il convient bien évidemment d'identifier et de sanctionner. Or, c'est de ça qu'il s'agit ici. Il ne s'agit pas de savoir si c'est une bataille entre patriotes et non patriotes. Il s'agit bien de protéger l'armée, qui est une institution qui n'a pas à payer
pour les bavures de 2 ou 3 éléments égarés. Les éléments égarés, il y en a dans tous les corps, pas seulement dans l'armée. Et je dis, et je le maintiens, l'armée camerounaise reste dans sa grande Alors majorité tout à l'heure, vous avez indiqué que républicaine. même s'il y a des leçons à tirer, ce ne sont pas des leçons du point de vue communicationnel. C'est quel type de leçons, non, finalement? Parce que Wilfried a indiqué tout à l'heure qu'il y a eu le cas de l'extrême nord, maintenant il y a le cas de Ngarbu, il y a forcément des leçons à tirer. Bien évidemment, je reviendrai dessus, je veux terminer mon développement. Sur le plan de la communication, effectivement, on peut suggérer au gouvernement d'être plus prudent. À partir du moment où il y a une controverse, vous ne pouvez pas avoir une communication qui va être une communication péremptoire. Sinon, et c'est ce qu'on avait eu dans le cas du Nord-Ouest, dans le cas de l'extrême nord, vous allez devoir vous dédier parce que les faits, a posteriori, peuvent vous donner raison. Or, le ministre de la Communication avait été très affirmatif et on s'est rendu compte que l'événement malheureux ne s'était pas passé au Mali, mais il s'était passé à l'extrême nord. Donc, Et je rappelle que sur ce coup-là encore, il y avait le REDAC, parce que c'était le REDAC, effectivement, qui avait évoqué le sujet et indiqué avoir mené des enquêtes qui sont habituées à... Certaines organisations, il ne faut pas, je ne vais pas moi-même tomber dans le piège de la généralisation que je dénonce. Certaines de ces organisations ont un agenda qui est clair, ce n'est pas un agenda caché. Il s'agit soit de fragiliser le gouvernement, soit de fragiliser l'armée. Cet agenda est clair et affirmé. Si vous lisez leurs conclusions, ce sont des conclusions récurrentes. Ce sont les mêmes topics qui reviennent de manière systématique. Or, elles se basent sur quoi? Sur 1, 2, 3 faits qui sont des faits isolés, pour lesquels il faut simplement demander d'identifier les responsables et de les attraire devant les tribunaux. Chaque fois que c'est arrivé, le gouvernement l'a fait. Pour l'extrême nord, ces individus sont aujourd'hui en cours de jugement et c'est ce qui va encore se passer pour les soldats qui ont été impliqués dans l'événement malheureux de Ngarbu. Alors, Wilfried Ekanga, on revient à vous. On a quelques soucis à joindre le professeur Franklin Nyamsi. On revient à vous. Maintenant que ce rapport a été rendu public et qu'on annonce l'ouverture d'une enquête qui devrait déboucher, bien évidemment, peut-être sur des sanctions ou je ne sais pas quoi, de ces personnes qui sont incriminées dans cette affaire de Ngarbu, quelle devrait, de votre point de vue, l'attitude du gouvernement dès demain? Je n'ai pas très bien compris. Par rapport à cette question. Oui, en fait, on ne peut que se répéter dans ce registre. Bon, évidemment, comme ils sont présumés innocents, ils ont été arrêtés, il faut que le procès suive son cours. Ce sont des militaires, donc oui, c'est au tribunal militaire, il faut que le procès suive son cours, mais dans une transparence évidemment absolue. Il ne faut pas que les amitiés, le copinage, le népotisme, il ne faut pas que les hérésies africaines, qui elles sont réelles, interviennent et interfèrent justement dans ce procès. En attendant cela, il faut que le gouvernement, au moins, de par sa communication, comme j'ai dit, à défaut de présenter des excuses, soigne ces excuses. Je trouve que c'est un peu malsain quand on entend qu'une structure donnée a un agenda caché. C'est encore de la présomption de culpabilité parce que si on peut poser la question, si une ONG a un agenda caché, comment le savez-vous? Si vous le savez, c'est que l'agenda n'est pas si caché que ça. ONG. Nous avons été traités justement de déstabilisateurs et d'acteurs d'agenda cachés parce que nous interrogions la provenance des acteurs de l'ONG factice Transparency International qui avait été affilié au gouvernement à travers le ministre de l'Intérieur, Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, dans le cadre justement des élections. Là, il a été établi factuellement que les acteurs présentés n'étaient pas les acteurs de l'ONG officielle, puisque l'ONG elle-même, à travers Madame Moreira, son chef, a clamé haut et fort que non, elle ne reconnaissait pas ces éléments. Le minimum aurait été, dans la même logique d'impartialité, de présenter à la population qui étaient ces gens, pourquoi le gouvernement s'était trompé, qu'est-ce qu'il fallait penser de la protection civile si des Français lambda, des individus lambda de l'étranger peuvent aussi facilement se faire passer pour des émissaires d'une organisation internationale aussi importante et pénétrer dans le territoire. Ça peut inquiéter sur la fragilité du pays. Quand on a été coupable d'un élément comme ça, on ne devrait pas être celui qui, avec une telle facilité,
continue d'accuser les autres ONG de vouloir déstabiliser le Cameroun. On aurait pu dire, moi j'aurais pu dire, quelqu'un d'autre aurait pu dire, certains membres du gouvernement ont un agenda caché puisqu'ils laissent entrer des gens, des brigands, parce que c'est un crime, c'est de la fausse identité, c'est puni par les lois de tous les pays du monde, se faire passer par ce qu'on n'est pas, faux et usage de faux. Quelqu'un peut se dire, voilà donc des gens dans le gouvernement camerounais qui laissent entrer des acteurs internationaux pour venir présenter des choses qui ne sont pas de leur ressort. Si on procède comme ça, on ne pourra plus y avancer. Donc il faut que le gouvernement soigne sa communication et comprenne qu'on est dans une logique d'équilibre. Même si j'ai un menteur en face de moi, il peut aussi considérer que moi aussi je suis un menteur permanent, puisqu'il y a beaucoup de Camerounais, et j'en fais partie d'ailleurs, qui n'accordent qu'une très faible proportion de confiance en ce gouvernement. Malgré tout, lorsqu'il y a quelque chose qui sort du gouvernement, même si je n'y crois pas, je le confronte d'abord à la recherche et je tire la conclusion en fonction des contre-éléments dont je dispose. Arrêter, intimider, menacer de fermer les locaux, etc. Il faut poser la question, d'où tenez-vous vos informations, pourquoi pensez-vous qu'elles aboutissent à telle ou telle conclusion, et après dire, bon, voici nos informations qui contredisent vos informations. C'est ça pour moi le républicanisme, c'est ça pour moi voilà, la didactique politique, c'est ça pour moi la sociologie civilisée qu'on peut faire au Cameroun, et c'est ce que je conseillerais à l'administration camerounaise. Oui, quand vous restez avec nous, on va évoquer, avec votre permission, docteur Ifoué, un deuxième thème. Hein. Dans le courant de cette émission, il faut rappeler que cette actualité sur la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest nous a pratiquement sorti d'une actualité assez courante en rapport avec la pandémie du coronavirus. Il faut rappeler que les effets dévastateurs de ce coronavirus sont importants. On voit qu'il a agi sur l'économie mondiale et les États-Unis le ressentent fortement. On a appris que le prix du baril américain de pétrole brut coté à New York pour livraison en mai s'est effondré hier lundi, terminant en dessous de zéro. C'est inédit depuis 1983 selon les analystes économiques. Ce baril s'est changé encore à $60 en début de l'année et à $18 vendredi passé. Et on s'est retrouvé hier avec un effondrement brutal qui traduit une sorte de mal-être de cette économie américaine et partant certainement de l'économie mondiale, non? Pas seulement un mal-être de l'économie américaine. Je crois que vous avez une guerre que se livrent les Russes et les Saoudiens, parce que les Russes ont refusé de baisser le prix du pétrole. Et à côté de ça, vous avez une baisse de la demande mondiale de pétrole. Et donc la conjonction de ces éléments, parce que les Saoudiens ont augmenté leur production, ce qui a inondé le marché, la conjonction de ces éléments ont conduit les États-Unis à se retrouver en situation de surproduction. Donc, supporter la production, ce qui est une situation qui va avoir un impact sur nos économies également, parce que nous aussi, nous sommes quand même un pays producteur de pétrole, même si en ce moment, nous importons davantage du fait de la situation à la Sonara. Wilfried Ekanga, il y a donc cette situation aux États-Unis et l'impact que cela devrait avoir peut-être sur l'économie mondiale et pourquoi pas sur les économies africaines. Sur les raisons qui sont évoquées, on parle entre autres de l'effondrement de la demande. Ça va nous permettre de mieux nous identifier parce que nous le vivons dans nos villages. C'est le paradigme de la tomate pourrie. Si quelqu'un a compris pourquoi il y a des tomates pourries dans les étals des Bayam Salem dans nos villages, il va comprendre pourquoi les cours du pétrole ont baissé actuellement. Il y a des tomates pourries parfois parce que les Bayam Salem, peut-être en raison de l'état des routes ou de la rareté des clients, ont beaucoup plus de tomates qu'il n'y a de personnes pour les acheter. Ça fait que les tomates végètent, il n'y a personne pour les prendre, elles sont inutilisées et elles finissent par justement décrépir. Dans la même logique, c'est comme ça, ce sont les lois du marché. Le marché, c'est un espace de confrontation entre la demande et l'offre, entre le vendeur et le client. Et donc le pétrole, qui est ce qu'on appelle l'or noir, une denrée très prisée à l'international, est d'habitude très demandée. Il y a une sorte d'équilibre, le prix référence du pétrole dans leur région là-bas. Or, il s'avère,
lorsqu'il s'avère qu'à cause de la crise du coronavirus, les opérateurs économiques ont dû mettre la clé sous le paillasson. Les entreprises ont fermé, les avions sont garés sur les tarmacs des aéroports, même les particuliers ont garé leurs voitures dans les devantures des maisons, et l'industrie lourde qui fonctionne avec les hydrocarbures, quelle que soit leur forme, est justement mis actuellement en pause. Même la manufacture légère, les produits du quotidien, mais qui demandent la ressource pétrolière, sont actuellement trouvés. Vous allez trouver qu'on a même on a réquisitionné des wagons de train pour stocker à l'intérieur les denrées pétrolières parce qu'il n'y a plus d'espace. C'est ça donc qui a amené certains opérateurs à plutôt donner de l'argent à des gens pour les débarrasser de leur stock du pétrole. Ce qui fait donc, c'est la raison pour laquelle hier encore, lundi, le 21 avril, on avait, quand on entendait, voilà, aujourd'hui, actuellement, le pétrole est à moins 37 $ le baril, en dessous de zéro. Ça veut dire, à défaut de donner son pétrole gratuitement, le pétrolier lui-même, il est encore obligé à mener à payer parce qu'il ne peut pas, justement, garder, les stocks de stockage sont à quasi-saturation. Donc, la faible demande en temps du confinement et de l'arrêt et du quasi-arrêt de l'activité économique est bel et bien la principale raison pour laquelle le pétrole actuellement est à un prix aussi bas, même enfin, exactement comme pour le cas de la Bayam Salam. En Europe, c'est un peu moins grave, mais c'est plus ou moins la même chose. En Amérique, c'est plus grave parce que les Américains étant séparés du reste du monde par l'immense océan Atlantique et ayant fermé leurs frontières, ne peuvent même plus profiter du marché mondial pour exporter le surplus pétrolier et stabiliser plus ou moins les prix qu'ils ont actuellement. Alors, Wilfried, cette situation traduit quand même un malaise économique de façon globale, que ce soit dans le cas des États-Unis ou bien des pays du monde de façon globale. De votre point de vue, lorsque vous observez, est-ce que vous avez le sentiment que les États prennent la mesure de cette difficulté et trouvent des solutions pour pouvoir réduire au maximum les effets dévastateurs de cette pandémie du coronavirus? Dans le cadre du Cameroun, est-ce que vous êtes rassuré par les mesures qui ont été initiées jusqu'ici par le gouvernement, si mesures il y a? On l'avait déjà évoqué une fois, bien sûr. Enfin, on l'a évoqué en début d'émission, lorsqu'on parlait de la logique. C'est vrai que ce n'est pas le centre du débat, mais ça nous accompagne partout parce que c'est justement ce que nous recevons lorsque nous analysons la réalité camerounaise. Je juge à titre personnel que les mesures prises par le Cameroun, certaines sont bonnes, mais dans la globalité, elles sont insuffisantes et surtout, celles qui ont été promulguées ne sont pas toujours appliquées comme il faut par les Camerounais. Actuellement, si je m'en tiens aux derniers chiffres, nous étions à 1163 cas de cas de contamination au Cameroun, ce qui fait que nous sommes actuellement derrière l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Afrique du Sud. On est le 5e pays le plus touché d'Afrique, soit le 2e pays le plus touché d'Afrique subsaharienne, ce qui fait que nous devrions être en état d'alerte. Et dans la liste des pays que j'ai évoqués tout à l'heure, nous sommes le pays le moins développé. Paradoxalement, nous sommes le pays qui a pris les mesures les moins draconiennes. L'Afrique du Sud a prolongé son confinement pour 2 semaines supplémentaires il y a quelques jours, alors que l'Afrique du Sud est la première économie africaine en ex-aequo avec le Nigeria. Mais non, il y a les erreurs du passé, évidemment, sur lesquelles on ne peut pas revenir. La fermeture tardive des aéroports, etc., que nous avons commise, mais la réponse à ces manquements, mais de mon point de vue, pas la réponse qu'il faut. En tout cas, elle n'est pas dans la configuration qu'il faut. Parce que de 1, vous avez parlé, oui, des 13 mesures. J'étais très content de voir 13 mesures, mais j'ai pris quelques exemples sur ces mesures pour me rendre compte qu'en fait, elles n'étaient pas si nombreuses que ça. Si la mesure 1 vous dit que les visas sont supprimés, la mesure 2 vous dit que les voyages à l'étranger sont impossibles et que la mesure 12 vous dit, que la mesure 2 vous dit les frontières sont fermées, la mesure 12 vous dit les voyages à l'étranger des administrants sont impossibles, vous vous rendez compte que c'est exactement la même phrase répétée 3 fois. On n'avait pas besoin de mettre 3 mesures. Si la mesure 3, 4 et 5 vous dit les écoles sont fermées, et l'autre mesure vous dit il n'y a pas plus de 50 personnes autorisées à se rassembler, et après on vous dit les jeux parascolaires sont interdits,
et que la mesure 11 vous dit que voilà, on ne veut pas de plus de 10 personnes dans un conclave, c'est exactement la même phrase qui se répète. Ça veut dire, si j'ai déjà dit je ne veux pas de 50 personnes dans un endroit, évidemment, nos écoles ayant de toute façon plus de 50 personnes, ça va de soi qu'il n'y ait pas d'école, ça va de soi qu'il n'y a pas d'activités parascolaires ou de jeux internationaux, etc. Donc il fallait, plutôt que de mettre la même mesure plusieurs fois, ajouter de véritables mesures, comme par exemple la quarantaine des villes épicentres que sont Yaoundé et Douala. On peut encore partir de Yaoundé pour aller à Douala, et ce n'est pas très sérieux. On voit encore, surtout chez nos frères de la communauté musulmane, on a eu un cas il y a quelques jours où, alors que le corps avait déjà été scellé par les éléments du corps médical pour être enterré selon les conventions des malades au coronavirus, on a vu des gens jouer des coudes pour venir retirer leur corps en masse et aller les enterrer dans des messes, dans des clergés énormes, ce qui justement constitue un foyer de contagion énorme. Il y a aussi ce qu'on peut déplorer, et pour moi c'est la cause même de la négligence des mesures par les Camerounais. L'animal alpha, le personnage clé de la République, celui que les Camerounais disent avoir élu, ne s'est pas prononcé ouvertement pour dire à ses compatriotes, comme l'ont fait les dirigeants de ce monde, que la situation est très sérieuse et qu'il ne faut pas la prendre à la légère, que justement notre pays ne serait pas prêt à accueillir une épidémie dans les proportions qu'ont actuellement l'Allemagne, l'Italie, la France, puisque ces pays-là eux-mêmes sont à genoux. Peut-être en écoutant la voix de la plus haute autorité de l'État, les Camerounais se mettraient au pas. Mais actuellement, la négligence, le laisser faire, le laisser y aller, et la négation même, parce qu'il y a des Camerounais qui vont vous dire que le coronavirus n'existe pas, la négation même justement du fait par les Camerounais vient du fait qu'ils n'ont pas écouté la fermeté justement de la plus haute autorité de l'État. Maintenant, après, il y a des fonds qui ont été mis à disposition. Nous les trouvons infiniment faibles par rapport aux autres pays. C'est déjà quelque chose, mais c'est infiniment faible par rapport aux autres pays et par rapport à d'autres activités beaucoup moins importantes que la santé qui ont englouti de plus gros fonds. Donc voilà, pour ne pas m'attarder dessus, juste présenter un aperçu global parce qu'on pourrait en dire longuement sur la question, mais en tout cas l'aperçu global que j'ai de l'extérieur sur la situation du Cameroun, c'est celui-là. Si la légèreté continue de perdurer, le Cameroun pourrait se retrouver dans un avenir très proche, dans une situation réellement cataclysmique. Est-ce que vous partagez cette inquiétude de Wilfried Ekanga sur la manière dont le Cameroun, dans la situation dans laquelle le Cameroun pourrait se retrouver dans les tout prochains jours si l'indiscipline perdure? J'ai entendu beaucoup de choses se dire, pas seulement sur le Cameroun, mais sur l'Afrique, qui nous prédisaient le pire. Bon, souvent on prévoit le pire pour espérer le meilleur. Je doute que la catastrophe annoncée se réalise, donc les Cassandres devront repasser. Il y a une situation qui est prise en main sur le plan sanitaire. Je pense que notre plan sanitaire n'est pas insuffisant, comme je l'ai entendu dire. Il y a un plan de riposte et une stratégie sanitaire. Il y a pourtant, docteur Rifoué, beaucoup d'informations très souvent diffusées dans les réseaux sociaux qui font état des cas de négligence ou de surcharge ou de saturation des hôpitaux en charge qui doivent prendre en charge des malades de Covid. En attendant de voir si effectivement ces informations sont fondées ou pas, ça donne quand même à penser qu'on a des difficultés sur le plan des infrastructures sanitaires. Bon, je vais répondre à votre question tout à l'heure. Il y a un plan sanitaire, un plan de riposte sanitaire qui se chiffre à 58 milliards. Ce plan devrait nous permettre de porter notre capacité d'accueil à 1000 lits. C'est un plan qui devrait nous permettre de disposer de 22 centres d'accueil. Aujourd'hui, nous avons 13 laboratoires qui permettent d'accueillir les tests. Donc c'est un plan qui devrait nous permettre de répondre aux défis sanitaires. Maintenant, nous sommes tous des Camerounais, et il y a un camerounisme qui veut que les mesures gouvernementales aient souvent de la peine à être appliquées. Et ce sont des comportements qui peuvent être préjudiciables, tolérables, et il faut simplement les porter à la confinée. Et ils sont dans les mêmes eaux que nous en termes de cas contaminés, c'est-à-dire ils ont dépassé le cap de 1000.
malgré le fait qu'ils aient confiné. Et la plupart des pays qui ont confiné sont en train de réfléchir à déconfiner parce que la réalité avec le Covid, c'est que c'est un virus avec lequel il va falloir apprendre à vivre. Et je suis heureux que le gouvernement n'ait pas opté pour le confinement parce que nous, on a commencé à apprendre à vivre avec ce virus-là. Et aujourd'hui, tous les pays vont devoir le faire parce qu'il n'y a pas de garantie d'immunité collective. Et on nous dit que le virus, le vaccin, c'est pour 2021. Donc, vous devez vivre avec ce virus et poursuivre les activités économiques. Il ne s'agit pas de tout arrêter et de laisser les gens chez eux parce que c'est une mesure d'évitement. Et une mesure d'évitement ne vous permet pas d'empêcher la propagation du virus. Le virus doit nécessairement... Je voudrais, si vous permettez, qu'on prenne Wilfried pour 30 secondes, le temps peut-être de dire un mot là-dessus avant de revenir en plateau, parce que dans quelques secondes, nous allons également prendre les titres du journal. Wilfried, lorsqu'on écoute le docteur Rifoué sur ce plateau et les mesures qui ont été prises par le gouvernement, on a le sentiment qu'on est préparé. Je dis pour les tout prochains jours, on ne devrait pas avoir beaucoup d'inquiétudes, contrairement à ce que vous semblez indiquer. Je dois faire 3 précisions. La première, c'est que le Ghana, il ne faut pas dire que le Ghana a décidé de déconfiner. Le Ghana a allégé le confinement, et le Ghana a procédé à des tests massifs en termes d'alternatives. Ils ont développé une application pour cela. Est-ce que le Cameroun peut prétendre avoir procédé à la même échelle? Le Ghana, Nana Akufo-Addo, a allégé les factures, a totalement annihilé les factures d'eau et d'électricité pour les 3 mois à venir pour permettre aux gens de rester à la maison. Est-ce que le Cameroun a pris de telles mesures? 2. La Grande-Bretagne, qui justement était dans la même logique que nous, tablait sur l'immunité collective, mais après s'est retrouvé avec un pic de cas incommensurable et plutôt en mode confinement. Ils ne comptent pas le démanteler dans les semaines à venir puisqu'ils sont dans l'ordre de près de 1000 morts par jour. 3. L'Allemagne, par exemple, vous avez dit que les pays qui ont pris des mesures drastiques n'ont pas vu leur nombre de morts baisser. Dites-vous plutôt ce qu'il en serait advenu s'ils n'avaient pas pris ces mesures. Peut-être qu'au lieu de 5000 morts en Allemagne actuellement, on serait il y a 50 000 morts. Et encore, ces pays... Alors, Wilfried, vous allez terminer votre développement tout à l'heure. Nous allons mettre un terme à cette première partie d'Equinox Soir et retrouver Gillienne Berthe-Bissaye. Gillienne, bonsoir. Bonsoir, Duval Fangwa. Au menu du 20h ce soir. Alors Duval, il faut dire que c'est une autre journée qui s'achève avec son cortège d'informations. La crise anglophone fait encore parler d'elle avec un nouvel épisode. Le président de la République ou la présidence de la République vient de publier les conclusions de l'enquête commandée par le chef de l'État Paul Biya au soir du 14 février après les incidents survenus à Garbo, c'est dans le département du Dongamanton, région du nord-ouest Cameroun. Et ce soir, Equinox Télévision revient de manière exclusive sur ces faits qui ont marqué l'actualité au Cameroun pendant un bon bout de temps. Et nous évoquerons également Duval Fangwa, la polémique qui entoure le don du chef de l'État Paul Biya et celui du PNUD dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et comme vous le savez, nous sommes toujours dans l'actualité du coronavirus avec ses conséquences sur le plan socio-économique sur le continent africain. Duval Fangwa. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, dans quelques secondes, ce sera le journal, en quelques minutes, donc ce sera le journal de Gillienne Berthe-Bissaye et juste derrière, ce sera la deuxième partie de cette émission d'Equinox Soir, ce sera le débrief.